Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La modernisation de l'administration est un important facteur de réduction de la corruption. Tels sont les propos de la ministre ivoirienne de la fonction publique lors d'un panel à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption. Nous parlerons d'efficacité de la digitalisation dans la lutte contre la corruption. Et pour ce faire, nous recevons Marc Niaouré. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'avoir convié à cet échange. Vous êtes criminologue, consultant formateur en lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme chez Groupe DPSE. Avec vous, nous allons parler de digitalisation et surtout de son efficacité dans la lutte contre la corruption. Parlons de la modernisation de l'administration. Quand on parle de modernisation de l'administration, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans ? Dans la modernisation de l'administration, il faut tenir compte de l'évolution sociale, de l'évolution technologique. Voilà. Donc, nous sommes dans un contexte sociologique évolutif. Et donc, quand le monde évolue, l'administration doit s'adapter à ces évolutions. D'accord. De façon pratique. De façon pratique. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Nous sommes en train de quitter le papier pour aller à la numérisation. Voilà, nous sommes en train de digitaliser, d'utiliser tout ce qui est technologie de l'information et de la communication pour que les services publics soient accessibles et qu'ils soient bien faits pour la satisfaction des usagers des services publics. On entend souvent dire que lorsqu'il y a dématérialisation, donc papier, on quitte les services papier, lorsqu'il y a aussi absence de contact physique, on tend vers une réduction de la corruption. Comment ça s'explique ? Ça s'explique par le fait que c'est lorsque vous êtes en contact, vous et moi, vous, administratif, moi, usager, quand j'arrive pour solliciter un service, si j'arrive à une heure où il est presque midi, pour me mettre dans un contexte criminogène, il est presque midi, moi je vais me lever, pardon, il ne faut pas te lever, il faut attendre, je vais t'offrir le repas. Ou bien, vous me proposez, si c'est moi qui propose, ça c'est la corruption active, ou vous me proposez, vous m'offrez le repas, je fais ça rapidement. Donc ce sont des situations qu'on doit pouvoir éviter. Ces situations-là arrivent lorsqu'il y a un contact. Quand il n'y a pas de contact, elles ne peuvent pas se créer, elles ne peuvent pas arriver. Et donc si elles ne peuvent pas arriver, il va sans dire que les actions de corruption ou les actions du corrupteur vont s'amoindrir. Parlant du corrupteur, il redouble d'ardeur et d'innovation aussi. Il a démontré qu'il y a plus de 1000 milliards pratiquement chaque année qui partent du fait de la corruption. Beaucoup d'initiatives sont menées. Est-ce que vous voyez le fruit de ces initiatives Oui, le fruit de ces initiatives, là, c'est le classement de la Côte d'Ivoire dans l'indice de perception de la corruption. Voilà. Le classement. Nous améliorons notre classement dans l'indice de perception de la corruption. Ça, c'est déjà bon. Notre économie est attractive parce que quand il y a la corruption quelque part, c'est difficile. Ça fait fuir les investisseurs. Ça sape les efforts du gouvernement qui s'engage à lutter contre ces choses qui ternissent l'image. Parce que la corruption écorne l'image. Donc, il faut toujours lutter contre la corruption pour améliorer son image, attirer les investisseurs d'une part, mais créer la confiance en interne au plan national des usagers des services publics. Comment le citoyen que je suis, comment le citoyen que vous êtes, vous allez faire confiance à une administration si la corruption y a fait le lit. D'accord, on parle d'absence de contact, de réduction de contact physique, mais il y a toujours des hommes derrière les machines, des hommes derrière les systèmes. Parlons de la fiabilité des systèmes et de la crédibilité des hommes qui travaillent sur ces systèmes-là. D'accord. À ce niveau-là, tout est basé sur l'intégrité de ces systèmes qui sont mis en place. L'intégrité de ces systèmes, la surveillance et le contrôle des personnes qui gèrent ce système-là, la surveillance et le contrôle des accès à ce système-là, et le développement de la cybersécurité. Lorsque les données à caractère personnel sont dans un système, les cybercriminels ou tous ceux qui sont férus de corruption vont toujours tenter de fossoyer ces systèmes-là. Donc, les gouvernements, les États qui mettent en place ces systèmes de lutte contre la corruption doivent toujours innover. Innover en réduisant l'accès maximum, mais en développant des systèmes de contrôle de ceux-mêmes qui gèrent aussi ces plateformes. Des systèmes de contrôle de là où sont stockées aussi les bases de données qui sont collectées. Et des systèmes de contrôle de ceux qui échangent sur ces plateformes-là. Mais il faut aller un peu plus loin.
il faut aller un peu plus loin, il faut aussi former les usagers, former les utilisateurs, former à l'intégrité des systèmes, parce que la protection de ces systèmes-là commence par soi-même. Si vous avez un code que vous le ventilez, vous n'êtes plus en sécurité. Si vous avez un code que vous le ventilez, celui qui gère le système, quand vous venez, quand on entre votre code, il s'est dit que c'est vous. Donc le système souffre. Donc la sécurité commence déjà par soi-même, en attendant que les gouvernants et les États mettent en place des systèmes robustes qui sont difficilement pénétrables. Vous avez parlé tout à l'heure de formation, surtout des usagers. Il y a des personnes qui sont victimes de la corruption. Quelle est la sensibilisation à leur endroit? Vous parlez tout à l'heure de code. Il y a des personnes qui estiment qu'elles n'ont pas la culture nécessaire, n'ont pas, je dirais, cette formation, donc ont peur parfois de toucher un certain nombre d'éléments et confient cela à leurs enfants, à d'autres personnes. Par exemple, à la banque, veulent que ce soit les personnes qui puissent le faire pour elles. Quelle est la sensibilisation à ce niveau pour réduire? La sensibilisation, il faut vulgariser les tests en vigueur. La vulgarisation des tests en vigueur, il y a beaucoup de lois sur la lutte contre la corruption et les sanctions qui sont afférentes à ces dispositions. Il faut aussi renforcer l'éducation citoyenne, parce que tout part de l'éducation. Tout part de l'éducation. Parce que la corruption, elle est à tout niveau. Elle est à tous les niveaux. À petite échelle. À petite échelle, à grande échelle, elle est partout. Comment est-ce que nous renforçons l'intégrité de notre service public? Comment est-ce que nous renforçons l'intégrité de nos services privés? C'est quand un citoyen commence à dire non que les choses changent. Donc le changement commence par le citoyen. Si vous entendez, la plupart du temps, vous entendez « Ah, c'est comme ça, on va faire comment ?» Mais si on demeure dans « c'est comme ça, on va faire comment ?» les choses ne vont pas évoluer. Il faut qu'un jour, vous puissiez, quand vous allez utiliser un service public, requérir votre reçu. Vous avez payé pour quelque chose, on vous doit un reçu. C'est votre argent. Vous devez connaître où l'argent part. Vous allez quelque part où on vous demande, si c'est un service public, on vous demande de payer tant, vous devez demander un reçu. Et c'est par le changement de comportement que l'administration aussi va commencer à changer ses habitudes. Et vous contribuerez à travers cela à solidifier les actions que mène le gouvernement pour assainir le milieu. Alors un cas pratique rapidement avant qu'on ne referme l'émission, vous mettez dans une procédure d'une demande en ligne, on vous dit dans 3-4 jours, vous devez passer à tel état. Vous vous rendez compte qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, rien n'est fait. Ça veut dire que certainement celui qui a derrière la machine qui doit valider pour faire avancer le dossier, il ne l'a pas fait. Vous passez les coups de fil, vous vous rendez dans l'agence, mais vous avez l'impression qu'au bout de 2-3 mois, tout est bloqué. Mais dans le fond, vous savez par exemple que tel individu demande certainement de l'argent avant de faire avancer le dossier. Vous qui êtes dans le besoin, qui êtes pressé, comment il faut se comporter si vous voulez être intègre? Il y a une voie de recours. L'Observatoire des services publics, OSEP, vous pouvez saisir l'Observatoire des services publics. Il y a aussi la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Aujourd'hui, il y a un système qui est mis en place pour pouvoir lutter contre la corruption. Vous pouvez les saisir. Ils ont des numéros verts que je ne connais pas, que je ne peux pas citer ici. Oui. Mais je sais qu'il y a l'Observatoire des services publics qui mène cette lutte-là pour que le service public soit de qualité. Si dans le délai requis, vous n'avez pas eu le document qu'il faut, vous pouvez saisir cet Observatoire des services publics. Maintenant, si vous avez plus d'informations que cette situation est due à une situation de corruption, il y a la haute autorité qui est là, il y a le ministère de la lutte contre la corruption. Il y a beaucoup d'entités qui sont là pour gérer ce genre de situation. Vous pouvez les saisir. Ce sont ces voies de recours-là. Lorsque vous les saisissez, qui vont vous permettre d'avoir gain de cause, mais de faire savoir à l'agent public qu'il est aussi sous surveillance, sous contrôle, et que son travail, c'est de satisfaire aux exigences des usagers dans le respect du code de l'éthique et de la déontologie qui régente son travail. D'accord, très bien. La dernière question, comment surveiller ceux qui ont le devoir de surveillance? Je parle de l'État, du ministère, ceux qui ont mis les systèmes en place pour pouvoir suivre les autres. Ils ne sont pas je veux dire, exonérés, ils sont également concernés par la loi. Comment faire en sorte que ces derniers eux-mêmes puissent respecter également? 2 modes de surveillance. Il y a un mode étatique de surveillance à travers les inspections générales. L'inspection générale de l'État, l'inspection générale des finances, l'inspection des services judiciaires. Ce sont ces entités-là qui sont chargées de veiller à la surveillance de ces choses. Il y a un autre mode de contrôle qui est le contrôle du citoyen lui-même. En tant que citoyen, vous-même, comment vous contrôlez? Si vous êtes dans une collectivité décentralisée au niveau local, vous êtes dans une mairie, que la mairie fait son plan annuel,
de travail pour dire que nous allons construire 2 écoles dans le village A et B, que l'an prochain, la mairie fait son bilan, que la mairie dit avoir construit ces 2 écoles-là. Il vous est demandé en tant que citoyen d'aller vérifier dans ces lieux-là si effectivement ces écoles ont été construites. Mais mieux, vous rapprochez aussi de la mairie pour demander si ces écoles respectent les normes de construction. Vous pouvez adresser des courriers. Aujourd'hui, si vous adressez un courrier pour avoir des informations d'intérêt public, que vous ne les avez pas, vous pouvez saisir la commission d'accès aux informations d'intérêt public et aux documents publics, la KIDP, voilà, qui va vous mettre à disposition, écrire à l'autorité pour lui dire, il y a un tel citoyen qui, dans tel délai, devait recevoir telle information. Ce citoyen ne l'a pas reçu. Est-ce que vous pouvez, comment on appelle ça, donner suite à sa requête en lui mettant à disposition des informations. Merci. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vulgariser tous ces instruments. Merci. Il faut vulgariser les lois, les faire connaître par les citoyens pour que les citoyens puissent les utiliser. Merci Marc Niaoré. Je rappelle que vous êtes criminologue, consultant formateur en lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme chez le groupe DPSE. Merci d'avoir accepté. C'est moi qui vous remercie. Invitation. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.